Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le mal peut prendre des formes variées en histoire. L'ambition sans limite et sans scrupule d'un arriviste, la cruauté gratuite d'un tyran, la trahison d'un fidèle, le reniement d'un partisan, la perfidie d'un conseiller. La liste serait longue. D'autant que le mal se définit par rapport au bien, mais en histoire, où est le bien et où est le mal ? La frontière passe par des rapports de force. Le bien ne peut être que dans le camp du vainqueur. C'est lui qui écrit l'histoire. Mais la postérité peut modifier son jugement. Attila est le symbole du mal en Occident et du bien en Orient. Vaincu en 1815, Napoléon semble devoir laisser l'image d'un dictateur sanguinaire et même contesté sur le plan militaire, par Chateaubriand il est vrai. La publication en 1823 du Mémorial de Sainte-Hélène, qui raconte les conditions de sa captivité, bouleverse l'opinion et notamment les romantiques qui voient en l'empereur déchu Prométhée sur son rocher. Napoléon l'avait prédit. Le martyr me dépouille de ma peau de tyran. La légende noire cède devant la légende dorée qui triomphe lors du retour des cendres en 1840. Thiers est à la fois le libérateur du territoire et le massacreur de la commune. L'image du mal n'est pas fixée à jamais. Il suffit d'un changement de mentalité, de contraintes nouvelles ou de la découverte de documents inédits. Mais que les méchants n'y comptent pas trop. Les réhabilitations sont rares. En revanche, le mal, s'accompagnant d'intrigues, de meurtres et de violences diverses, est plus spectaculaire que le bien. De là l'intérêt porté par le roman, le théâtre, la peinture, le cinéma, la radio et la télévision aux méchants, comprenons aux tyrans, aux bourreaux, aux âmes damnées, aux corrompus, à tous ceux dont la fourberie et la cruauté sont les armes préférées. Du sang, de la violence, de l'intrigue, que demander de plus dans une pièce ? Avec Richard III, Shakespeare offre un tableau insurpassable du pouvoir du mal. Incarné par Marcel Hérand, Lassner, l'assassin dandy, fascine plus dans Les Enfants du Paradis que le fade de bureau ou le tonitruant Frédéric Lemaître. Gobineau ne s'y trompe pas lorsqu'il choisit comme figure centrale de sa renaissance César Borgia, le grand criminel, comme l'appelle Burkhard. Prenant la succession à la radio de la Tribune de l'Histoire animée par Alain Decaux, André Castelot et Jean-François Chiappe, au fil de l'histoire devenue question pour l'histoire de Patrick Liégibel a continué de faire entendre des dramatiques historiques signés des meilleurs spécialistes, Jean Favier, Henri Amouroux, Jean Descartes. Dans ce cadre j'ai consacré, entre autres, quelques émissions aux méchants. Elles suscitèrent l'intérêt des auditeurs. On en trouvera réunies ici quelques-unes remaniées pour la lecture et malheureusement privées des voix de leurs interprètes, un Bernard-Pierre Donadieu ou un Jean-Paul Faré. Il a fallu faire des sacrifices. Ivan le Terrible vu par Staline, Richard III à la lumière des dernières recherches, Tamerlan, Sade, Lassner. Le panorama va de l'Antiquité à la mort de Staline. Les policiers s'y taillent la part du lion, Fouché, Himmler, Beria. N'ont-ils pas mis leur fonction au service du mal ? Suivent les hommes de l'ombre. À l'image d'Olivier le Daim, ne furent-ils pas les âmes damnées de tyrans ? Et ces derniers ne sauraient être oubliés. Néron en est le symbole. On regrette de n'avoir pu présenter un Torquemada, figure de proue du fanatisme religieux. Du moins Fouquier-Tinville est-il là pour incarner la terreur politique. Pour certains l'étiquette est-elle méritée ? On y reviendra dans la conclusion. Un personnage à part, le prince de Palagonia. Il n'a pas pesé sur le cours de l'histoire, mais le palais décoré de statues terrifiantes qu'il conçut pour y enfermer, dit-on, son épouse, aurait pu accueillir les monstres qui sont évoqués dans ce livre. PS. Ces dramatiques pourront surprendre sous la plume d'un historien considéré comme rigoureux. Elles relèvent de la vulgarisation devenue indispensable au moment où la part de l'histoire ne cesse de se réduire dans les programmes scolaires. Le côté artificiel, notamment la langue et la simplification des situations, n'exclut pas une documentation fondée sur les mémoires, les archives et les travaux récents. On trouvera une bibliographie en fin de volume. 1. Crassus le Romain qui vainquit Spartacus. Marcus Licinius Crassus, 114 à 53 AV. J.C. Le méchant par excellence. Il est riche, très riche et il écrase dans le sang une révolte d'esclaves menée par Spartacus dont le nom se confond avec celui de la liberté. Plutocrate et oppresseur,
c'est beaucoup pour un seul homme. Le Romain Crassus appartenait à une famille plébéienne qui a souffert des guerres civiles au temps de Marius et de Sylla. Rallié à ce dernier, il se retrouva dans le camp du vainqueur et bâtit une immense fortune en spéculant sur la vente des maisons de Rome laissées à l'abandon par les proscrits ou en train de brûler, ce qui était fréquent dans la capitale, Crassus provoquant parfois l'incendie. Déjà l'immobilier comme source d'enrichissement. Crassus mit son argent au service de son ambition. C'est en 71 qu'il reçut le commandement de 10 légions avec lesquelles il fut chargé de mettre fin à une révolte d'esclaves menée par le thrace Spartacus, évadé d'une école de gladiateurs de Capoue. Mais il ne profita pas de sa victoire. Arrivé au dernier moment, Pompée s'attribua un succès pourtant peu glorieux. Mais pour la postérité, Crassus est l'homme qui crucifia les survivants du carnage. Crassus fut élu en même temps que Pompée en 70, puis censeur en 65. Compromis dans les intrigues de Catalina en 64, il le lâcha quand il comprit que ce dernier allait à l'échec. Son ambition le conduisit à s'allier en 60 avec César et Pompée pour former un triumvirat qui entendait se partager honneur et richesse. L'accord fut renouvelé à Luc en 56. En réalité, le riche Crassus souffrait d'un complexe. Il n'était pas légal, il s'en fallait de beaucoup de César et Pompée sur le plan militaire. Élu à nouveau consul en 55, il obtint le commandement d'une expédition contre les Parthes dont il attendait beaucoup de gloire. Ce fut un désastre. Peu doué, Crassus tomba, après avoir franchi l'Euphrate, dans le piège que lui tendit Suréna, chef militaire des Parthes. Il périt dans la retraite et sa tête, coupée par son vainqueur, fut envoyée au roi Hérode. Plutarque lui a consacré un portrait bien peu flatteur dans ses vies des hommes illustres, où il le met en parallèle avec l'Athénien Nicias. La malchance de Crassus fut de vivre à l'ombre de César et de Pompée. À lui l'opprobre, aux deux autres la gloire. Sa seule consolation posthume, être interprété par Laurence Olivier dans le Spartacus de Kubrick. Crassus ou l'ambition punie, tel pourrait être le fil conducteur de cette dramatique. Après la mort de Sylla, le dictateur qui avait dirigé Rome de 82 à 79 avant Jésus-Christ, 3 hommes se disputèrent le pouvoir, César, Pompée et Crassus. Ils finirent par s'entendre et former un triumvirat. César, qui appartenait à une vieille famille patricienne, était alors âgé d'une quarantaine d'années. Il s'était vite révélé comme un politicien consommé, puis comme un grand général lorsque Rome l'envoya en Espagne en 62 avant Jésus-Christ. Ce réaliste estimait qu'on ne peut conquérir le pouvoir sans des soldats et de l'argent. Il attendait de Pompée des soldats et de Crassus de l'argent. Pompée, surnommé Pompée le Grand, avait 6 ans de plus que César. Lieutenant de Sylla, il s'était illustré en reprenant le nord de l'Italie aux adversaires du dictateur puis en soumettant la Sicile. Il était considéré comme le meilleur général de la République. Crassus enfin, surnommé Dive ou le Riche, avait quant à lui 15 ans de plus que César. Sa fortune était considérable. Crassus. Salut Pompée. Merci de venir honorer ma demeure de ta présence. Le peuple t'a surnommé Grand, avant que la barbe ne te soit venue et tu t'es vu décerner l'honneur de 2 triomphes avant même d'être entré au Sénat. Ton prestige est immense. Pompée. Et ta fortune, Crassus, ne l'est pas moins. Ton mérite est donc aussi grand que le mien. Crassus. Il a été facile de s'enrichir à Rome au moment de la guerre civile. Veux-tu savoir comment? Pompée. Je le devine, mais je t'écoute. Crassus. Sylla, lorsqu'il a repris Rome, a vendu publiquement aux plus offrants les biens de ceux qu'il fit mettre à mort. Les prix étaient dérisoires car en réalité Sylla voulait compromettre les acquéreurs des domaines confisqués pour s'en faire des partisans. Pompée. Je ne te blâme pas d'avoir acheté ce type de biens, ayant été moi-même du côté de Sylla. Mais César, le neveu de Marius longtemps rival de Sylla, qu'en pense-t-il? Crassus. César n'a pas de préjugés. De toute façon je l'ai à mon tour acheté en renflouant ses caisses qui étaient vides. Pompée. Le spectacle que donne la République n'est guère brillant. Crassus. J'ai ensuite acheté des maisons incendiées. Tu sais combien les incendies sont fréquents à Rome, ou des demeures écroulées sous le poids d'étages bâtis trop hâtivement.
Avec des esclaves maçons, charpentiers ou architectes, j'en ai compté jusqu'à 1000, j'ai rebâti ces maisons dont j'étais devenu propriétaire des ruines. Je possède ainsi une grande partie de Rome. Pompée. On t'attribue aussi des terres labourables en grand nombre, et des esclaves doués aussi bien pour l'orfèvrerie que pour la comptabilité. Crassus. Je les dresse moi-même ou je les fais instruire. Je les loue ensuite comme écrivains, jardiniers ou gladiateurs. Pompée. Et tes gladiateurs sont réputés pour leur courage. Crassus. Grâce à Sylla, j'ai pu acquérir des traces. Tu les reconnaîtras dans l'arène à leur pagne tenu par un ceinturon, et au demi-cylindre de métal qui protège leurs jambes. J'ai également fait recouvrir leur bras droit d'une manche de cuir. Je les ai armés d'un bouclier et d'un sabre assez court, incurvé à la façon d'une faux. Ils ont bien sûr un casque qui masque leur visage, impressionnant ainsi l'adversaire. Pompée. Ces traces passent pour redoutables. Crassus. Face aux Samnites, leurs adversaires traditionnels, ils font des ravages. Ils attaquent en mouvement rasant et jettent le buste vers la droite comme pour faucher l'ennemi avec leurs sabres. Pompée. Et s'il échoue? Crassus. Mes gladiateurs savent mourir. L'autre jour, l'un d'eux, blessé, a brusquement jeté son bouclier et a levé un doigt de la main gauche en direction des spectateurs pour demander leur clémence. Il s'est attiré malheureusement pour lui l'hostilité du public furieux de l'interruption du combat. Égorge-le, criaient les spectateurs à l'adresse du vainqueur. Celui-ci s'est avancé l'épée à la main. Mon gladiateur a posé un genou en terre et a saisi de la main, juste au-dessus du genou, la cuisse de son bourreau pour y prendre appui. Ce dernier a plaqué la main sur le casque de la future victime, de façon à lui maintenir la tête et a plongé son glaive dans le cou du Thrace, juste au-dessous de la visière. À aucun moment le vaincu n'a montré son visage, masqué par la visière. C'eût été solliciter l'apitoiement du public. Pompée. Il a eu raison. Les visages trahissent les sentiments. Dans le combat seuls comptent les gestes. Crassus. Ah. Excuse-moi. Un esclave m'apporte un message. Quoi? Eh bien quand on parle de gladiateurs. Pompée. Qu'y a-t-il? Tu te rappelles la révolte qui avait éclaté dans une école de gladiateurs de Capoue? Pompée. Bien sûr. Le chef était précisément un Thrace répondant au nom de Spartacus, je crois. Crassus. C'est cela. Avec une poignée de révoltés, il s'était installé sur le cratère du Vésuve et ne put être délogé. Des pâtres de l'Appennin, des esclaves, des aventuriers de tout poil s'étaient joints à lui. Une véritable armée. Pompée. Armée qui pilla le sud de la péninsule. Crassus. Puis Spartacus avait remonté vers le nord, battant le gouverneur de Cisalpine et se dirigeant vers les Alpes. On prétendait qu'il souhaitait ramener les esclaves chez eux. Pompée. Touchante intention. Crassus. Mais qui nous débarrassait à bon compte de cette horde. Or voilà qu'au lieu de continuer, j'apprends que Spartacus rebrousse chemin et marche vers la Lucanie avec une troupe importante. Pompée. Par Jupiter, il va falloir prendre des mesures énergiques. Malheureusement, je dois moi-même partir en Espagne pour y rétablir l'ordre. Vois toi-même ce qu'il est possible de faire. Salut. Rome prit peur. Le Sénat redoutait que la contagion gagnât toute l'Italie. Si les esclaves se soulevaient en masse, s'ils étaient encadrés par les gladiateurs qui étaient de bons combattants, qu'adviendrait-il de la République et de ses alliés? Plutarque raconte dans sa vie de Crassus que le Sénat confia la direction des opérations aux deux consuls Gélius et Lentulus. Ceux-ci, à la tête de grosses et puissantes armées, affrontèrent les insurgés et furent défaits, perdant tout leur bagage. À son tour, le préteur Cassius, gouverneur de la région du Pô, fut vaincu par Spartacus. Spartacus. Moi, Spartacus, votre chef, je vous confirme notre victoire. Le Sénat de Rome nous avait envoyé les deux consuls pour nous remettre dans nos chaînes. Ils ont été balayés. Il vient d'en être de même pour cet orgueilleux préteur qui croyait nous réduire facilement. Je vous le dis, nous sommes invincibles puisque Rome ne peut nous vaincre. J'avais d'abord pensé vous conduire à travers les Alpes dans cette lointaine Gaule, où nous aurions trouvé des bateaux.
Mais traverser les hautes montagnes est plus difficile que de vaincre les Romains. Nous allons finalement descendre vers le sud, vers la riche Lucanie que beaucoup d'entre vous connaissent. Là nous trouverons des navires et nous serons, en peu de temps, chez nous et libres. Ayez confiance en moi. Crassus. Cher Tertulia, je vais te quitter. Le Sénat me confie de nouvelles troupes pour écraser les esclaves révoltés. Tertulia. Toi. Crassus. Oui, moi. César et Pompée sont absents. C'est l'occasion de montrer que je les vaux sur le plan militaire. Le Sénat est affolé. J'apparais comme le sauveur. C'est un commandement exceptionnel qui m'est confié, un peu comme une dictature de salut public. Tertulia. Pourquoi le Sénat s'affole-t-il? Crassus. Les esclaves révoltés devaient quitter la péninsule, mais au moment de franchir les Alpes, ils ont fait demi-tour. Ils marchent sur la Lucanie. 2 armées ont déjà été anéanties. Ils pillent tout sur leur passage. Nos villas risquent d'être saccagées. Il faut en finir. Tertulia. Et tu comptes y parvenir? Crassus. Assurément. J'ai déjà combattu avec Sylla. Et il y a dans cette horde des gladiateurs qui ont été formés dans mes écoles. Je sais comment ils combattent. J'ai levé 6 légions. Spartacus descend vers le sud, longeant la mer. Je compte le bloquer à la pointe du Brutium. Et j'achèterai tous les bateaux pour empêcher qu'il ne s'embarque. Sénateur, je vous écris pour vous informer que j'avais planté mon camp en Romagne pour y attendre les rebelles. J'avais envoyé Mummius, mon adjoint, avec 2 légions, préparer un mouvement d'enveloppement sur les arrières de l'ennemi. Mummius devait rester éloigné des esclaves, pour que nous puissions les surprendre par derrière quand ils viendraient nous attaquer. Hélas! Mummius, me désobéissant, a voulu livrer bataille et a été défait. Ces soldats ont fui, abandonnant leurs armes. Beaucoup m'ont rejoint. Je les ai rassemblés en 50 dizaines, et dans chaque dizaine j'ai fait tirer au sort un soldat qui a été aussitôt mis à mort publiquement devant les légions rassemblées. Cette fin ignominieuse a glacé d'effroi nos soldats. Ils sont prêts à combattre Spartacus. Spartacus. Amis. Nous avons vaincu une nouvelle fois. Et nous sommes sur le point d'embarquer. En face c'est la Sicile. Nous allons monter à bord des navires des pirates siciliens en lutte contre Rome, et auxquels j'ai abandonné une partie de notre butin. Ils nous conduiront dans leur île et de là vers nos pays d'origine. Nous avons gagné. Nous sommes libres? Crassus. Sénateur, père conscrit, je vous informe que Spartacus et sa bande d'esclaves sont pris au piège. Ils avaient compté sur les pirates siciliens pour fuir la péninsule. Les pirates ont pris leurs présents puis sont partis sans eux. Je les avais menacés du courroux de Rome. Les esclaves attendant d'autres bateaux, il m'a été facile de les encercler. J'ai fait creuser une large tranchée surmontée d'une muraille. Leur chef Spartacus a commencé par en rire. Mais il découvre aujourd'hui qu'il manque de vivres et qu'aucun navire ne vient le chercher. J'y veille. Il est perdu. Crassus avait cru tenir la victoire. Elle lui échappa. Plutarque raconte que Spartacus, jouant le tout pour le tout, réussit par une nuit particulièrement rude de l'hiver 72 à 71 avant Jésus-Christ, à combler un endroit de la tranchée un peu moins large avec de la terre, des pierres et des branches d'arbres et à se sauver avec un tiers de son armée. Allait-il marcher sur Rome? Crassus. Sénateur. L'ennemi m'a échappé. Je ne le localise plus, et j'ignore ses intentions. Les meilleurs éléments, notamment les anciens gladiateurs, ont suivi Spartacus. Ne sont restés pris au piège que des malades, des blessés et des femmes. Je les ai fait crucifier. Mais où va Spartacus? Je ne sais. Je suggère devant le péril que court Rome de rappeler Lucullus de Thrace et Pompée d'Espagne. Crassus avait eu un moment de désespoir. Il devait par la suite se reprocher d'avoir demandé le secours de Pompée. D'autant qu'une partie des troupes de Spartacus se souleva contre son chef. Spartacus. Gaulois, pourquoi ne plus me faire confiance? Et vous, Germains, pourquoi vouloir vous séparer de nous? Avons-nous été une seule fois battus? Je voulais franchir les Alpes, la sagesse m'a retenu. Trop d'entre vous auraient péri dans le passage de haute montagne.
Les pirates qui devaient nous transporter n'ont pas tenu parole. Ce sont des pirates. Mais quand les Romains ont cru nous avoir encerclés, nous leur avons échappé malgré l'enceinte édifiée autour de nous. Vous souhaitez aller vers le sud, mais craignez une bataille en terrain découvert et surtout si nous nous divisons. Fiers Germains, vaillants Gaulois, vous refusez de m'écouter. Alors allez de votre côté, et que vos dieux vous protègent. Crassus, comme l'avait prévu Spartacus, écrasa dans une bataille classique les Gaulois et les Germains qui avaient fait sécession. Mais Spartacus restait introuvable. Or il fallait faire vite, car Pompée revenait d'Espagne avec ses troupes, et bien décidé à s'attribuer tout le mérite de la victoire. Enfin le choc entre Crassus et Spartacus eut lieu. Spartacus. Les Romains. Ils vont attaquer. Il faut une nouvelle fois vaincre ou périr. Que l'on amène mon cheval. Regardez. Avec mon glaive, je le tue. Si je suis défait dans cette bataille, je n'en aurai que faire, et si je suis victorieux, j'en aurai d'aussi beaux prix aux Romains. En avant, mieux vaut mourir que de redevenir esclave. Crassus. Cette fois Spartacus, je te tiens. Tu viens de me tuer 2 centeniers, mais tu es encerclé. Prenez-le vivant. Je le montrerai à Rome chargé de chaînes. Non, ne le tuez pas. Ah, il s'écroule percé de coups. Dommage, mais Rome n'a plus rien à craindre. Que l'on rassemble les prisonniers. Ils seront tous crucifiés sur la voie appienne, celle qui mène de Rome à Capoue d'où partit la révolte. Spartacus mort, les débris de ces bandes tentèrent de remonter vers le nord et furent anéantis par Pompée de retour d'Espagne. Il ne resta que quelques groupes épars. Pompée fit remarquer que c'est lui qui avait extirpé les racines de la guerre servile et non Crassus vainqueur en un médiocre combat. Pompée. Crassus a défait les rebelles, moi j'ai vaincu la rébellion. Crassus. J'enrage, cher Tertulia. C'est moi qui ai vaincu les gladiateurs. Pompée n'a fait qu'exterminer les débris d'une armée déjà défaite. La meilleure preuve n'en est-elle pas la mort de Spartacus des mains de mes soldats? Malheureusement, on n'a pas retrouvé le corps. Je voulais montrer sa tête au Sénat. Tertulia. Cher époux, tu t'énerves en vain. Pompée a une réputation de chef de guerre, toi d'homme riche. Cantonne-toi au domaine politique. Crassus. Mais même là, je vais de déception en déception. J'ai donné au peuple la dîme de mes biens, fait dresser 10 000 tables sur le forum, distribué à chaque citoyen du blé pour 3 mois, et comment crois-tu que je viens d'être élu au consulat? Grâce à la reconnaissance du peuple? Non. C'est parce que Pompée m'a protégé, a demandé à ce que Crassus lui soit associé pour récompenser sa générosité et non ses talents militaires. Sans l'appui de Pompée j'étais battu. Ah, le triumvirat que nous avons conclu César, Pompée et moi fonctionne bien, mais je n'en fais partie que pour mon argent. Tertulia. L'essentiel c'est d'être élu. Crassus. Élu 2e consul, derrière Pompée. À lui le triomphe, à moi la simple ovation comme récompense de la victoire sur Spartacus. Tout est pour Pompée. Tertulia. Tu es quand même en vue. Ah oui? Eh bien apprends que lorsqu'il faut débarrasser nos côtes et nos mers des pirates, c'est Pompée qui reçoit le commandement des légions. Tertulia. Combattre les pirates, le bel exploit. C'est à peine mieux, pardonne-moi, que de vaincre des esclaves révoltés. César, lui, combat les Gaulois. Crassus. Mais Pompée devient maître de la mer, de la Cilicie aux colonnes d'Hercule avec tout pouvoir sur les côtes jusqu'à 20 lieues à l'intérieur. Tout pouvoir, dont le droit de vie et de mort. Tertulia. Qu'en aurais-tu fait? Crassus. Mieux. Il peut lever tout l'argent qu'il veut pour construire 500 vaisseaux. Tertulia. Que ferais-tu de cet argent? Nous sommes riches. Crassus. Il aurait sous son autorité une armée innombrable de soldats, matelots et rameurs. Tertulia. Nous ne connaissons plus le nombre de nos esclaves. Crassus. Tu ne comprends pas. L'ambition est étrangère à ton cœur. Le souci de la postérité ne te ronge pas. 3 mois passèrent. César était toujours en Gaule. Pompée réduisit les pirates et il s'apprêtait à vaincre Mithridate, roi du Pont, quand celui-ci se donna la mort sur ordre de son fils Pharnace. Crassus.
Ah. Tertulia, cela ne peut continuer. On ne parle que de Pompée, à Rome. Il y a pourtant 2 consuls, Pompée et Crassus. Tertulia. L'argent n'a jamais rendu populaire. Crassus. Ah, l'argent. Parlons-en. Tu me crois l'homme le plus riche de Rome. Eh bien, tu te trompes. Tertulia. Qui pourrait te surpasser? Crassus. Gabinius. Il est revenu à Rome après avoir pillé la Judée et l'Égypte, et maintenant il a jeté son dévolu sur Ctésiphon et Séleucie. S'il réussit, je suis dépassé. Tertulia. Je croyais que Cicéron l'avait accusé de malversation. Crassus. Oui. Mais Pompée, toujours Pompée, auquel il est lié, est allé voir Cicéron et l'a persuadé que Gabinius était un honnête homme. Mieux. Il l'a chargé de défendre Gabinius contre les accusations qui ne manqueront pas d'être lancées contre lui. Tertulia. Et Cicéron, ce défenseur des nobles causes, ce vertueux stoïcien, a accepté? Crassus. En gémissant. Il aurait dit, mon estomac s'endurcit. Un mot d'écrivain. Tertulia. Ou d'avocat. Crassus. En tout cas, je suis d'accord avec Gabinius sur un point. L'avenir est en Séleucie. Et j'ai un avantage sur lui, le pouvoir. Je vais lever une armée. J'écraserai facilement ces barbares, et je reviendrai avec de nouvelles richesses et surtout un prestige militaire immense. Rome sera à moi. Le royaume des Séleucides, vestige de l'empire d'Alexandre, s'étendait de l'Indus à la Méditerranée. Il englobait entre autres la Mésopotamie, Babylone, la Susiane, la Médie, tout un monde qui échappait à Rome et que gouvernait une dynastie fondée par Arsas, 255 ans avant Jésus-Christ. Le souverain était alors Orodès en conflit avec son frère. Crassus. Salut Pompée, j'ai besoin de tes conseils. La menace des Parthes à nos frontières me fait souci. Il faut les rejeter, s'emparer de plusieurs villes et y établir les garnisons. Qu'en penses-tu? Tu connais les Parthes pour les avoir combattus. Pompée. Ce sont des adversaires plus redoutables que les gladiateurs que nous avons écrasés. Leur cavalerie est impressionnante. Hommes et chevaux sont couverts de fer. Leur arme préférée est la flèche. Précise et meurtrière dans l'offensive, elle se fait perfide dans la fuite. On croit que le Parthe se sauve sans demander son reste, et soudain il se retourne et décoche la flèche par-dessus son épaule gauche alors que le poursuivant a cessé d'être sur ses gardes. Les traits des Parthes ne pardonnent pas. Crassus. Je crains moins la perfidie qui est une preuve de faiblesse que la bravoure. Pompée. Qui est une preuve de bêtise selon toi. Crassus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais les Parthes sont des barbares auxquels il me paraît indispensable de donner une bonne leçon. Nos légions les mettraient vite à mal. Pompée. Qui les commanderait? Crassus. Moi. Pompée. Toi. Crassus. Ne t'en déplaise. J'ai fait merveille contre Spartacus. Pompée. Le péril est plus grand. Il n'est pas certain que le Sénat soit d'accord. Une telle expédition coûterait cher. Crassus. Pas plus que ta guerre contre les pirates. Pompée. Mais les pirates menaçaient les intérêts commerciaux de nos gens d'affaires. Ils ont payé sans discuter. Outre les aléas d'une guerre contre les Parthes, ils vont s'interroger sur le butin et sa répartition. Crassus. Le problème est d'abord militaire. Pompée. Ce n'est pas l'avis de Gabinius, qui m'a beaucoup parlé des richesses des Séleucides. Je ne sais ce que tu as derrière la tête en voulant prendre le commandement d'une telle expédition, mais conformément à nos accords je te soutiendrai. Préviens toutefois César. Crassus. C'est fait. Je lui avais demandé de me renvoyer mon fils qui sert à ses côtés en Gaule. Il m'a répondu que celui-ci partait aussitôt avec 1000 cavaliers d'élite et un corps de Gaulois qu'il m'assure être les premiers soldats du monde, après les Romains bien sûr. Comme toi il est loyal. Pompée. Alors le sort en est jeté. Le Sénat se laissa difficilement convaincre, puis se résigna sous la pression de Pompée. Seuls des triumvirs, Pompée allait rester à Rome.
L'occasion était belle pour obtenir une dictature ou la couronne peut-être, tant le prestige de Pompée était grand. Mais le peuple manifesta son hostilité à l'exception de Crassus. Pour quelle raison ? Interrogé Caton. Rome allait-elle chercher querelle à des hommes qui n'avaient aucun tort envers elle et avec lesquels avaient été passés des traités ? Ateius, le tribun du peuple, fit dresser à la porte de la ville un trépied chargé de charbon ardent et après y avoir répandu des parfums, voua Crassus aux dieux infernaux. C'était pour l'infortuné la mort assurée dans les 3 années à venir. Pour sortir de Rome dont les rues étaient encombrées par une foule hostile à l'expédition, Crassus dut faire appel à Pompée. Nouvelle humiliation pour lui. Pompée. Peuple de Rome, fait place à l'armée de Crassus. Elle va combattre pour la grandeur de la ville. Les cris s'apaisent. Pompée. Ateius, renonce à ton opposition. Tu es désavoué par les autres tribuns. Crassus, la voie est libre. Tu peux continuer. Crassus. Merci Pompée. Tu as été un allié loyal. Je m'en souviendrai. Pompée. Que les dieux te soient favorables. En lui-même. Pauvre fou. César encore en Gaule pour 5 ans et lui voué à une mort certaine en Mésopotamie, le pouvoir m'appartient. Crassus était grisé. Plutarque raconte qu'au-delà de la guerre contre les Parthes, il espérait étendre ses conquêtes à la Bactriane, à l'Inde et même jusqu'à la Grande Mer Océane, du côté du soleil levant. Sa fortune était immense, elle fut devenue sans limite. Mais surtout il eut éclipsé en gloire Alexandre lui-même. Seulement Alexandre était jeune lorsqu'il entreprit ses conquêtes. Crassus avait 60 ans et son expérience militaire était limitée. Crassus. Mon cher fils, les malédictions d'Ateius sont impuissantes contre nous. Nous avons franchi l'Euphrate, et nous avons été bien accueillis par les Grecs établis à l'est du fleuve. Publius Crassus. Les Parthes ont paru surpris et prêts à négocier. N'avez-vous pas été trop arrogant envers leur ambassadeur ? Crassus. Il me demandait des explications. Je lui ai répondu qu'il les aurait quand nous serions maîtres de Séleucie. Publius Crassus. Peut-être aurions-nous pu avoir de grands avantages par la simple négociation. Crassus. Mais sans victoire militaire, comment serais-je vu à Rome ? Il me faut le triomphe. Pour l'instant j'ai laissé 7000 hommes sur l'Euphrate, et j'ai installé mes quartiers divers près des temples d'Hiérapolis et de Jérusalem qui me fournissent, grâce à leurs trésors, de nouvelles richesses. Mais ce n'est qu'une première étape. Publius Crassus. Donc nous allons revenir sur l'Euphrate au printemps. Crassus. Oui, et cette fois nous anéantirons les Parthes. Publius Crassus. Le roi d'Arménie, Artabase, nous promettait 40 000 hommes et le passage par son royaume où la cavalerie des Parthes ne pouvait se déployer. Crassus. J'ai refusé. Nous n'avons pas besoin d'un allié. Il nous volerait notre victoire. J'ai été victime de Pompée, qui s'est attribué tout le mérite du succès sur Spartacus. Je ne vais pas recommencer avec cet Artabase. On se moquerait de moi. Publius Crassus. Pourtant, quand j'étais auprès de César, il m'est apparu qu'il ne méprisait pas les alliances avec certaines cités gauloises quand ces alliances lui paraissaient utiles. Crassus. Rome me regarde. Je dois vaincre seul. Au printemps 53, Crassus repassa l'Euphrate à Zeugma. Il disposait de 7 légions, de 4000 cavaliers et de nombreux vélites. Bien qu'amoindri, son armée restait redoutable. C'est alors que surgit, selon Plutarque, un arabe du nom d'Arianès. Ariamnès. Je m'incline devant toi, Crassus le Grand. Je suis Arianès qui vient te proposer ses services pour te guider vers les Parthes. Je les hais, car ils m'ont persécuté comme l'ami des Romains et notamment de l'illustre Pompée. Crassus. Ton intention est louable, Arianès, mais je n'ai pas besoin de guide. Ce fleuve, l'Euphrate, m'en tient lieu. Et de plus, il assure mon ravitaillement, de l'eau en abondance et oblige l'ennemi à m'attaquer de face. Ariamnès. Mais noble Crassus, si tu suis l'Euphrate, les Parthes n'ont plus qu'à t'attendre à l'endroit qu'ils auront choisi puisque tu empruntes la route normale. Et comme ils évoluent dans leur pays, ils choisiront un terrain favorable et s'assureront un avantage numérique. Tes belles légions risquent d'être vaincues.
La surprise, ô grand Crassus, la surprise, voilà le secret de la victoire. Crassus. Certes. Mais comment surprendre les Parthes? Ariamnès. En passant par le désert. Les Parthes ne s'attendent pas à te voir surgir de ce côté, parce qu'ils supposent que tu ne connais pas les pistes. Mais moi je les connais, et je vais te guider. Voilà la raison de ma présence ici. Mais il faut faire vite. Nous tomberons ainsi sur les Parthes avant que leur roi ait pu concentrer ses forces. Crassus. Par Jupiter. Tu me plais? Je donne l'ordre à mes troupes de te suivre. Publius Crassus. Père, les auspices sont défavorables. Si c'était un piège. Nous avons une route sûre et une armée bien équipée. En quel état serons-nous en sortant du désert? Crassus. La surprise, mon fils, la surprise. Crassus fit confiance à Arianès. Au début, raconte Plutarque, le chemin était beau, mais il devint vite mauvais et l'accablement saisit les légionnaires devant un désert qui semblait s'étendre à l'infini. La soif tenailla bientôt les hommes, la chaleur se fit insupportable et la discipline, principale force des légions, se relâcha. Publius Crassus. Comment te croire plus longtemps, Arianès? Tu n'es qu'un larron et un fourbe. Ariamnès. Patience, jeune Romain, patience. Crassus. Mon fils, ne vois-tu pas que ce n'est qu'un mauvais moment à passer? La marche se poursuivit à étapes forcées. Les rangs s'éclaircissaient mais Crassus ne voulait rien entendre, obsédé par la promesse d'une victoire qu'il tenait déjà pour acquise. Et un matin. Publius Crassus. Père. Arianès a disparu. Et regardez à l'horizon, les Parthes. Ce sont eux qui sont en train de nous surprendre. Crassus. Enfin les Parthes. Nous allons leur donner une bonne leçon. Publius Crassus. Mais que pouvons-nous faire face à ces cavaliers bardés de fer, à ces chameaux qui transportent d'énormes provisions de flèches et à ce bruit de tambour assourdissant? Démoralisés, épuisés, assoiffés, notre armée n'est plus que l'ombre de celle qui franchit l'Euphrate. Crassus. Légionnaires, formez le carré. Publius Crassus. Père, nos rangs sont trop serrés, les flèches font des ravages. Je prends la tête des Gaulois, et nous allons charger en colonne, comme César le leur a appris. En avant. Crassus. Va mon fils. Courage. Ah, une flèche lui a percé la gorge. Il tombe. Mon enfant, où t'ai-je entraîné avec mes rêves de gloire? Il pleure. Voyons. Qu'auraient fait Pompée et César dans la même situation? Partout des morts et nous sommes encerclés. La sortie des Gaulois n'a servi à rien. C'est la malédiction d'Athéius. Le soir, selon leur coutume religieuse, les Parthes suspendirent le combat. Crassus abandonna ses morts et fit retraite. Mais il se perdit sur le chemin du retour. Les soldats survivants exigèrent de lui qu'il négociât avec le chef de l'armée, le Parthe Suréna. Crassus. Suréna, je viens négocier avec toi. Ah! Cette flèche m'a touché en pleine poitrine. Ces barbares ne respectent rien. J'étouffe. Ainsi je ne reverrai plus Rome. Ariamnès. Qu'on lui coupe la tête et une main. Nous les exhiberons jusqu'en Arménie pour montrer qu'ainsi périt le Romain imprudent qui ose défier l'empire des Parthes. Du triumvirat Crassus était le premier à mourir de mort violente en 53 avant Jésus-Christ. Lui ayant disputé le pouvoir et défait à Pharsale par César, Pompée finit assassiné en 48. César restait seul. Maître de Rome, ou du moins le croyait-il, il se proposait de mener une campagne contre les Parthes pour venger Crassus quand il fut percé de coups, au sein même du Sénat en 44. Des trois hommes Crassus fut le plus infortuné. Il n'égala pas César et Pompée dans la carrière des armes, comme il l'avait tant espéré. Sa seule victoire, il l'avait péniblement obtenue contre un esclave, et la postérité ne conserva que le nom du vaincu, Spartacus. La gloire échappait à Crassus, l'homme le plus riche de Rome. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. 2. Néron ordonne la mort de Sénèque. Claudius, César Augustus, Germanicus Nero, 37 à 68. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.